Moi, je m'appelle donc Éric Bouvatier, j'ai 51 ans et je suis le fondateur de Bâtissence. Et en fait, Bâtissence, cette société est née d'une expérience, une expérience il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'était en juillet dernier, à l'époque où je me suis beaucoup intéressé à la construction. J'ai découvert l'isolation en botte de paille, qui me paraissait juste un truc complètement surréaliste. Et je me suis aussi beaucoup intéressé à la maison passive. Et en visitant une maison passive, en juillet dernier, un jour il faisait très chaud, on était aux alentours de 2 heures, enfin vraiment le pire moment. Et on a commencé par faire le tour de la maison. Et en faisant le tour de la maison, on s'est arrêté sur la terrasse. Et derrière moi, j'avais des grandes baies vitrées. Et je me disais, les pauvres. Et sur la terrasse, donc, il faisait 36 degrés. Vraiment le truc un peu pénible. Et en rentrant, ce qui m'a sidéré, c'est qu'il faisait 24 degrés. Mais il ne faisait pas un 24 degrés avec de la climatisation. Il ne faisait pas 24 degrés avec un courant d'air, le truc qui vous tombe sur les épaules, avec le bruit aussi. Non, 24 degrés, il y a un sentiment d'harmonie, de douceur. Voilà. C'était délicieux. Et de cette expérience, qui est quasiment une révélation, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire, parce qu'on se sent très bien dedans. Et en fait, quand on se sent bien, quand on prend soin de soi, on peut prendre soin des gens qui sont autour de nous. Et quand on prend soin des gens qui sont autour de nous et de soi, on ne doit pas prendre en otage l'environnement. Parce qu'on croit chez Bâtissence que ça ne doit pas se faire aux dépens de l'environnement. Et la baseline de Bâtissence, c'est prendre soin de soi, de sa tribu et de l'environnement. Voilà, et j'ai créé aussi Bâtissence parce que je crois qu'il est important d'être acteur et d'arrêter de subir la construction tout béton qui semble être une norme, alors qu'en fait, pas du tout. Je vais commencer ce webinaire en vous posant une question, si ça vous va. Donc, je vous invite à aller dans le chat et de me dire finalement, d'après vous, quel est le point commun entre ces trois images, entre ces trois bâtiments. Alors, petit indice, c'est pas le fait qu'elles ont des fenêtres. Non, c'est pas ça. Je vous invite à me dire, d'après vous, quel est le point commun entre ces trois bâtiments qui sont donc de couleurs et de formes différentes. Alors, vos remarques sont quand même très intéressantes, hein, parce que vous avez globalement tous un peu raison. Mais le point commun entre tous ces bâtiments, c'est effectivement que derrière ces parois, en fait, il y a de la paille. Mais on viendra sur les autres sujets, parce qu'effectivement, l'isolation thermique, l'énergie positive et l'exposition sont des éléments fondamentaux qui se conjuguent à la paille, ou, voilà, qui se conjuguent avec la paille. Mais le point commun entre ces trois bâtiments, c'est la paille. Et donc, finalement, ça veut dire qu'on construit de plus en plus de bâtiments bois-paille, d'où cette interrogation, est-ce une mode, est-ce une révolution ou est-ce une solution? Alors, j'ai pris quand même mon Larousse en me disant, mais finalement, c'est quoi une mode? Une mode, nous dit Larousse, c'est une manière passagère de se conduire, de penser, de faire, qui est considérée comme de bon ton dans un milieu à un moment donné. Une habitude, un usage, une vogue. L'exemple de la barbe que je porte, par exemple, c'est typiquement une mode. Hein. On est loin d'être une révolution ni d'être une solution. Ça ne cache rien. La révolution, nous dit Larousse, c'est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un pays, d'un État. Ok. La solution, c'est ce qui peut dénouer un problème, résoudre une difficulté. Voilà. Donc, en partant de ça, on va pouvoir avancer. Avancer en partant d'abord du constat. Deuxièmement, on va voir du constat actuel. Deuxièmement, on va voir quelle est la performance de la paille. On va aussi voir quelles sont les limites de la paille. Et je vais vous demander ce que vous en pensez à ce sujet-là. Et enfin, on verra à quoi ressemble un bâtiment bois-paille, ce qu'on peut en faire, quoi. Alors malheureusement, le constat, il est assez peu favorable. Bien malheureusement, il ne vous a pas échappé que l'année 2020 a été chaude. Et en fait, nos amis de Météo France nous indiquent que ça a été malheureusement l'année la plus chaude depuis 1900, c'est-à-dire depuis le moment où on a des mesures fiables de la température en France. La moyenne de 2020 a été de 14 degrés et elle a battu l'ancien record, le précédent record qui datait de 2018. On voit que malheureusement, les choses sont en train effectivement de s'échauffer. Alors, c'est malheureusement pas un constat que français, c'est un constat mondial parce que l'Organisation
météorologique mondiale nous indique que 2020 est ex aequo, fait partie des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées. Donc 2020 avec 2019, vous voyez ça, et 2016. D'accord. Donc les 3 années les plus chaudes sont malheureusement les 4 dernières années. Bon, ça c'est un constat qui n'enrachait pas à personne. Donc le réchauffement climatique n'est pas du tout quelque chose qui sera pour plus tard et peut-être. Non, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, qui a déjà commencé. Quel est l'impact, quel est le rôle en fait du bâtiment dans la consommation d'énergie en France? Et quelque part donc responsable de la situation actuelle. Et ben malheureusement, le bâtiment, contrairement à ce que l'on peut penser, il est massivement responsable, puisqu'il consomme 46% des énergies en France. Alors, ce sont des données qui nous viennent du gouvernement. 46%, c'est un pourcentage qui est en plus croissant. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. L'industrie, malheureusement aussi, diminue, hein, puisqu'on est un pays qui se désindustrialise depuis la Seconde Guerre mondiale. Le transport, lui, augmente. Voilà. Et l'agriculture, elle stagne à 3%. Alors, pourquoi est-ce que le résidentiel et le tertiaire pèsent 46%? En fait, c'est principalement pour une logique d'énergie grise. En gros, pour faire simple, vous voyez la maison à gauche, en fait, est une construction traditionnelle. Cette construction traditionnelle, elle avait une énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui est nécessaire en gros, pour faire simple, à la construction de la maison. Cette énergie grise, elle était assez faible. En revanche, c'était des passoires, dites les passoires thermiques, mais ce n'était pas très grave parce qu'on avait un coin de feu et puis on vivait à 3 générations sous le même toit, donc on consommait finalement assez peu. Donc ça, c'était avant le XXe siècle. D'accord. C'est la maison de gauche. Pendant le XXe siècle, on s'est mis à construire avec des produits, pour le coup, de moins en moins biosourcés et de plus en plus industriels. On a généralisé l'utilisation du béton, on a inventé le béton cellulaire, le béton armé. Voilà. Et donc l'énergie grise nécessaire pour la construction des bâtiments a fortement augmenté. Et malheureusement aussi, l'énergie d'usage, c'est-à-dire celle nécessaire pour le chauffage de nos bâtiments, pour la climatisation, ce qu'on a inventé entre-temps la climatisation de nos bâtiments. Bon, l'éclairage arrive évidemment en second, faire marcher tout notre électroménager, nos chers écrans. Voilà, tout ça a fait qu'on a explosé l'énergie totale consommée, mais en commençant par l'énergie grise. Et puis, depuis le début du XXIe siècle, on s'est mis à construire des bâtiments un peu plus économes. Cependant, ils se sont aussi avérés, pour le coup, très énergivores à la construction. D'accord. Donc, malheureusement, on est en train de construire des bâtiments. À titre d'exemple, par exemple, une construction de 100 mètres carrés, donc une maison modeste, de 100 mètres carrés, en béton avec un isolant extérieur en polystyrène expansé, pèse en gros 600 tonnes à la fabrication. Alors 600 tonnes, vous allez me dire, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. 600 tonnes, c'est en gros 50 ans de chauffage. C'est en gros 6 millions de kilomètres en voiture, avec une voiture qui fait 100 grammes par kilomètre. Voilà, donc c'est quand même très significatif. Hein. Et 50 ans de chauffage, vous n'avez pas encore mis la clé dans la porte, vous n'avez pas encore allumé la lumière, voilà, vous n'avez pas encore bénéficié de cette maison que vous avez balancée 50 ans de chauffage, d'équivalent de chauffage dans la nature. Et on se rend bien compte donc qu'on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on est collectivement dans une logique de course en avant, dans du toujours plus. Et donc la question c'est, existe-t-il une alternative sobre? Et en fait, mon expérience m'a démontré que oui. Et que oui, on pouvait effectivement construire des puits de carbone qui en plus étaient extrêmement performants en termes d'énergie d'usage. C'est-à-dire que ces puits de carbone peuvent être, et c'est ce qu'on va développer tout à l'heure, d'excellents isolants. D'où la flèche vers le bas. Donc, voilà.
cette paille qui permet ce genre de choses, quelles sont ses performances et pourquoi est-ce qu'elle permet ce genre de choses? Bon, alors, quand on parle d'énergie grise, on est d'accord, c'est l'énergie nécessaire à la fabrication, à l'extraction, à la mise en œuvre du matériau, la construction du matériau, à sa mise en œuvre sur le chantier. Voilà. L'énergie grise hors celle d'usage. Comme ça, on permet de distinguer les deux. Dans le cas de la paille, en fait, on est sur un sous-produit de l'agriculture. On est dans un pays qui mange du pain. Je n'ai pas de baguette sous le bras, mais voilà, on est dans un pays qui mange du pain. Donc, on a énormément de paille. On en produit 28 millions de tonnes par an. C'est renouvelé tous les ans. Et si on construisait l'ensemble de nos bâtiments d'une année, on n'utiliserait que 10% de la production française. Voilà. À titre d'information, on en broie 40% qu'on laisse dans les champs, en partie parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est extrêmement abondant, c'est local, c'est renouvelable tous les ans. Elle est déjà là, donc on n'a pas à la produire. Il n'y a pas besoin de cimenterie pour produire ces blocs-là. Et ça stocke 14 kg de CO2 par mètre carré de mur. Vous voyez, donc c'est un avantage. 100 mètres carrés, on a vu tout à l'heure, 100 mètres carrés en béton polystyrène expansé, c'est 600 tonnes. 100 mètres carrés ossature bois isolation botte de paille, c'est 1500 tonnes en solde. En fait, c'est 1600 tonnes de stockage et c'est 100 tonnes nécessaires à la fabrication de l'ensemble de la maison, du bâti. Et donc, ça fait un total de 1500 tonnes. Donc, on compare 1500 tonnes en puits de carbone d'un côté versus 600 tonnes de l'autre côté. Donc, vous voyez, on n'est pas sur une amélioration à la marge. Non, on est sur quelque chose qui pourrait être une révolution pour le coup. Mais on est sur quelque chose de très significatif. Voilà. Et cette botte de paille, on va la compresser à plus de 80, entre 80 et 120 kg par mètre cube. Et grâce à ça, on va avoir des caractéristiques en termes de confort d'hiver et de confort d'été et de confort phonique. Alors, le confort d'hiver, en fait, il est permis grâce à la qualité d'isolation de la botte de paille. À titre d'information, donc, on a un R qui est supérieur à 7. La RT 2012, qui est la norme actuelle, elle est globale, elle exige, sur le papier d'ailleurs, uniquement sur le papier. On ne vérifie pas que la construction une fois qu'elle est faite, va être conforme à ce qui a été prévu. Mais la RT 2012, elle prévoit un R en gros de 3, un peu supérieur à 3. Donc on voit qu'on n'est pas du tout au même niveau. On a une isolation qui est juste extraordinaire. Et vous allez voir, je vais vous montrer un exemple où effectivement l'isolation est juste dingue. Et donc cette isolation, elle va permettre de vous garantir un confort d'hiver et une sobriété en termes de nécessité de chauffage, parce que vous aurez un bâtiment qui va économiser vraiment, qui va être parfaitement isolé du froid extérieur. Cette densité, elle va aussi nous permettre d'avoir un déphasage thermique qui va être supérieur à 15 heures. Donc un déphasage thermique, c'est le temps que va mettre un flux de vapeur pour traverser cette masse. Un déphasage thermique supérieur à 15 heures, ça veut donc dire qu'on fait fi du cycle jour-nuit. Et par conséquent, l'été, c'est extrêmement intéressant. On a aussi un sujet qui est très intéressant, c'est qu'une botte de paille, en fait, par sa structure, elle va absorber les sons. Et moi-même, je suis entré dans une construction bois-paille dans laquelle il n'y avait aucun meuble, donc il n'y avait rien pour ne pas faire qu'il n'y ait pas réverbération de ma voix, et il n'y avait pas d'écho. Et ça, c'était assez saisissant. En fait, là, je suis dans une salle où, malheureusement, il y a du verre, ça fait écho. Et donc, ça rajoute au confort. Donc, confort d'hiver, confort d'été, confort phonique. Et vous avez enfin tout ça qui est sublimé par une qualité de l'air. Alors, évidemment, il n'y a pas de COV, mais il y a surtout une perspirance de la paroi. Alors ça, c'est pas exclusivement propre à la botte de paille. Un grand nombre de matériaux biosourcés permettent d'avoir une perspirance, c'est-à-dire qu'elles permettent, un peu comme le Gore-Tex, au flux de vapeur de traverser votre paroi et donc d'être géré naturellement. La botte de paille, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas peur de l'eau. Elle n'aime pas l'eau stagnante, mais un flux de vapeur ou de l'eau qui passe à travers, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, vous allez me dire, mais si c'est si génial que ça, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus?
Et vous aurez raison d'ailleurs. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus? Alors, je vous invite à vous poser comme question, finalement, pourquoi? Pourquoi est-ce que on n'en fait pas plus des bottes de paille, des constructions de bottes de paille? Donc, d'après vous, c'est quoi? Et on va vous mettre, je vous invite à répondre dans le sondage, non pas dans le sondage, mais dans le chat. D'après vous, c'est quoi les limites qui expliqueraient qu'on ne fabrique pas plus? Donc, quelles sont les peurs ou quels sont les freins à la généralisation de cette botte de paille? Alors, merci Béatrice. Effectivement, la peur de l'incendie. Merci Briac, le feu. Merci Philippe. Effectivement, la culture du solide chez les architectes. Merci Roxane. Les moisissures, l'humidité. Raphaël, risque d'incendie, étanchéité perçue. Le coût, oui, il est là, très bien. Alors, on va attendre que Béatrice ait terminé de taper. Lobbying, peur des rongeurs, durabilité, vieillissement. Super. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer par ce qui a l'air de durabilité, vieillissement. Ça ne va pas durer. Alors, commençons par ça. Le bâtiment que vous voyez devant vous est une chapelle. Elle a été construite en 1886. Donc là, vous avez une vieille dame qui a 136 ans, si je ne fais pas d'erreur. Enfin, qui a plus de 130 ans en tout cas. Bon, je suis en train de faire le calcul de tête, mais je vais passer à autre chose, ça ne sert à rien. Elle a plus de 130 ans, et comme vous voyez, elle est toujours là. Alors, c'est une construction en paille porteuse. Donc, ce n'est pas tout à fait d'autres technologies, mais elle est toujours là. Donc, a priori, ça dure. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise l'été dernier. Et en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais cette maison est en paille, elle a 100 ans. On est sur le premier exemple au monde d'ossature bois isolation en botte de paille. Un ingénieur qui s'appelle l'ingénieur Eugène Feuillette, au sortir de la Première Guerre mondiale en 1920, a imaginé une technique constructive d'ossature bois donc remplie avec des bottes de paille. Et on a fait quelques exemples. Et cette maison donc a 100 ans et elle est toujours là. Elle est toujours là. Et en fait, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'on a fait un trou dans le mur pour voir à quoi ressemblait la paille aujourd'hui. Et ce que vous voyez là a 100 ans. Elle a 100 ans et pour ma part, je suis bien incapable de vous dire quelle est la différence entre cette paille-là et la paille qui sort du champ. Et non seulement on voit aucune différence, mais à la caméra thermique, alors là pour le coup, s'il y avait des trous, s'il y avait, donc par les rongeurs sous-entendu, hein, si elle s'était tassée, si elle s'était émiettée, si elle était partie en poussière, en fait, s'il avait perdu de la performance, vous voyez, de la densité, ça se verrait à la caméra thermique. Et en fait, la caméra montre qu'il n'y a aucun pont thermique dans la maison aujourd'hui. Donc en fait, cette paille, elle a 100 ans, non seulement elle a 100 ans, mais elle a gardé ses caractéristiques techniques comme celles qu'elle avait il y a 100 ans. Et donc oui, la paille dure, et oui, les rongeurs n'aiment pas la paille, c'est trop dense pour eux, il n'y a rien à manger. Autant dans la laine de verre, dans ce qu'on utilise habituellement comme isolant, ils adorent. Qui n'a pas entendu dans les combles hein, les pas de nos amis rongeurs. Voilà. En revanche, dans la paille, c'est pas possible. C'est trop dense. Moi, je peux pas mettre un doigt. Hein. Enfin, c'est extrêmement dense. Entre 80 et 120 kg par mètre cube. Voilà, c'est quelque chose qui est lourd, qui est dense, et à nouveau qui n'est pas un aliment. Et donc, pas d'insectes, pas de rongeurs, voilà, et quelque chose qui dure. Alors, bien évidemment, l'une autre peur, et vous l'avez bien souligné, c'est le feu. Et vous avez raison de dire que la paille brûle. La paille brûle beaucoup et brûle très bien. Comme le papier d'ailleurs. Hein. Vous savez bien qu'une feuille de papier, ça brûle très bien. En revanche, si vous prenez un bottin, ça ne brûle pas le bottin. Et bien là, c'est à peu près pareil. En fait, la botte de paille, étant donné que les brins de paille sont en botte, ils sont comprimés, le niveau de densité fait qu'en fait, elle ne brûle pas. Et donc, on a...
Alors, j'ai pris quelques images d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui était passée à la télévision, donc une émission de télévision qui s'appelle On n'est pas des cobayes, et voilà, qui disait une maison en paille résiste-t-elle au feu. Et vous voyez qu'ils ont mis le feu à un canapé, donc, dans une petite construction bois-paille. Et on va voir ce qui va se passer. À la caméra thermique, là, on est plus d'une demi-heure après le départ de feu, donc vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Et en fait, on voit qu'à l'intérieur, donc c'est très chaud. On voit bien que la source de la chaleur, on voit bien que les linteaux en bois sont très chauds. En revanche, paradoxalement, on voit que la partie, je ne sais pas si vous voyez ma souris, oui, vous voyez ma souris, on voit qu'on ne voit pas de différence, donc ça c'est la fenêtre, mais il n'y a pas de différence entre l'extérieur et la botte de paille. Hein, donc on voit bien là qu'on a à nouveau aucune contagion de feu à l'intérieur de cette cabane. Et là, vous avez une image du toit. Alors, la conjugaison de ça et ça nous montre que, en fait, vous avez un écart. En fait, donc là, on est au niveau du toit, donc c'est là où il y a eu le maximum de chaleur. Il y a une sonde qui était là et qui montre que, en fait, entre le toit et l'intérieur, on est monté jusqu'à 600 degrés au niveau de l'intérieur. Au bout d'une heure et demie, 600 degrés, hein, au bout d'une heure et demie, la paille, elle est passée ici, au niveau du toit. Elle est passée de 19 degrés à 23, 24 degrés. D'accord? Donc 19, 24, à l'intérieur 600 degrés, avec une exposition d'une heure et demie. Donc là, on voit bien les deux sujets du déphasage thermique et de l'isolation. Hein? Quel est l'isolant? Quel autre isolant peut se targuer face à une chaleur de 600 degrés pendant une heure et demie, de n'avoir une variation de température que de 19 à 24 et aucune propagation de feu. D'accord? Donc, on voit bien une maison en paille, en botte de paille, ne brûle pas. Alors, les autres limites que vous avez indiquées, alors oui, effectivement, donc vieillissement, on a bien possibilité d'insectes, ben non, parce que c'est à nouveau trop dense et il n'y a rien à manger. Donc, ils ne peuvent pas rentrer. Alors, lobbying, ça rejoint effectivement ce que évoquait la culture du solide chez les architectes. On est en France, on aime la pierre. La pierre, ça dure. Alors, malheureusement, non, la pierre, elle est comme tout. Et le béton, c'est pareil. Le béton, ça vieillit. Ça vieillit plutôt pas très bien. Donc, non. En revanche, on a des bâtiments en bois depuis. Il suffit d'aller à Strasbourg et de voir à côté de je sais pas, pour ceux qui sont allés à côté de la cathédrale, il y a une maison en bois de 7 étages. Hein, bon, ben voilà, elle date du Moyen-Âge, elle est toujours là. Donc le bois, et La Fontaine nous disait bien, hein, avec la fable du chêne et du jonc, je crois me rappeler, que effectivement, ben, en penchant plutôt vers quelque chose de dur, ben, on avait quelque chose qui pouvait mal vieillir et pas supporter les tempêtes ou les tremblements de terre. Alors que si vous avez une structure qui est en bois et qui est isolée en paille, on voit que la paille, elle ne bouge pas, 100 ans plus tard, elle ne bouge pas. Et le bois va permettre d'avoir cette élasticité qui va permettre au bâtiment de vivre, en fait, de traverser les intempéries sans problème. Mais c'est vrai qu'on a une culture de la pierre et que dans l'imaginaire français, les trois petits cochons voilà, sont effectivement un frein majeur. Le lobbying, alors on peut parler du lobbying, vous avez raison de le souligner, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler donc on a parlé de la RT 2012, elle devait être remplacée par une RE 2020. Alors c'est marrant parce que si je regarde ma montre, en fait, on n'est plus en 2020 d'ailleurs, hein, on est même en 2021. Ben, elle n'est toujours pas sortie et ça gêne suffisamment nos amis de la construction conventionnelle pour qu'elle ait beaucoup de mal à sortir. Alors, on verra ce que ça va donner, mais oui, il y a un très fort lobbying. Alors, les autres exemples qu'on a vus, le coût. Alors, effectivement, c'est une très bonne remarque. Quelles sont les vraies limites de la paille? Donc, on a vu qu'il y avait des limites qui étaient mythiques, hein, qui étaient du domaine de la fable, les trois petits cochons.
Mais il y a des vraies limites. La première limite, vous l'avez indiqué, c'est le prix. Il est vrai de dire qu'une ossature bois, la paille en elle-même, elle coûte quasiment rien. Elle coûte 2 euros la botte, donc elle coûte vraiment pas grand-chose. En revanche, sa mise en œuvre, elle nécessite plus de main-d'œuvre que ce que l'industrie permet. L'industrie étant fiscalement avantagée par rapport au salaire, étant donné qu'on utilise plus de manœuvres dans l'ossature bois et l'isolation botte de paille, forcément, on est sur une solution qui est un peu plus chère, de l'ordre de 10%. Alors, j'ai des chiffres qui sont à 8, 9, il y en a qui me disent 11, 12. Voilà, mais on est globalement de l'ordre de 10% sur une ossature bois. Et dans le cas de l'ossature bois isolation botte de paille, on est donc 10% plus cher. La deuxième limite, qui est une limite réelle, c'est l'épaisseur. Ça va permettre de répondre à une des questions que vous avez posées. Le R supérieur à 7, c'est pour une épaisseur de 36. C'est-à-dire que la botte de paille est positionnée non pas à plat, mais sur champ. Souvent comme ça d'ailleurs. Et cette épaisseur-là, c'est 36. Et donc, vous allez avoir des murs qui sont un peu plus épais, de l'ordre de 45 cm, entre 45 et 50 cm. Donc, ça va faire quand même des beaux murs. J'ai tendance à penser qu'à l'inverse, ça donne une impression de confort et en tout cas de sécurité. On obtient un bâtiment dont les murs sont un peu plus épais, certes, qui permet ce niveau de confort, mais aussi une perception d'être protégé par cette épaisseur de mur. On n'est plus sur des trucs comme ça, on se dit, mais s'il y a un mec qui sort et qui éternue, pour le coup, les trois petits cochons, si le loup souffle, ça va tomber. Non, là, on a évidemment, ce n'est pas le cas, hein, mais on a une impression voilà, d'être protégé. Je pense que c'est les deux vraies limites de ce matériau. Alors, à quoi peut ressembler un bâtiment en bois paille globalement, on vient de le voir et on vous rajoute cette image. Donc, on voit que ça peut être pas du tout rustique, quoi. Ça peut être moderne, ça peut être, en tout cas, elle est beau. Et à droite, vous avez un bâtiment qui est intéressant parce que c'est le plus haut bâtiment bois paille d'Europe. C'est un R+7, on est dans les Vosges, et il est isolé avec des caissons en bois paille. On voit aussi qu'on est capable de faire du tertiaire, hein, sans aucune difficulté. Vous avez ici des bureaux qui sont faits en ossature bois isolation botte de paille et qui ont poussé, eux, la perfection jusqu'à mettre à l'intérieur des cloisons en terre crue, en briques de terre crue, qui est aussi intéressant parce que ça apporte de l'inertie. Et à droite, vous avez une école. Et donc, on voit à quoi peut ressembler une construction en bois paille, globalement, ce que vous souhaitez, hein, à votre désir. On peut tout faire, on peut monter en hauteur, comme vous avez vu à Saint-Dié, sur cet étage. On peut faire du contemporain, on peut faire en tout cas du beau. Il n'y en a aucun problème. Donc pour conclure, ce qu'on se disait, c'était que est-ce que c'est une mode? La mode, elle est quelque part passagère, elle répond à aucun besoin, donc la réponse est évidemment non. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est brutal? La réponse est non. On est sur quelque chose qu'on a déjà, qu'on peut utiliser, donc c'est plutôt une solution. Et donc oui, la construction bois-paille est une solution à la problématique réelle de surconsommation d'énergie par le bâtiment, la construction et la vie du bâtiment. Avant d'aller plus loin et de passer sur... alors non, pardon, je me prends les pieds dans le tapis. Et donc, c'est pour aider cette solution que donc, Bâtissence, en fait, on fait trois choses. On conçoit, on fabrique. Et donc là, vous avez une vision de notre atelier avec la fabrication de ces caissons. Et puis, on monte des bâtiments, que ce soit des logements ou du tertiaire, extrêmement performants et confortables. On a donc des architectes, un atelier de production et des maîtres d'œuvre qui nous permettent d'aller jusqu'aux finitions, donc gros œuvres et second œuvre. Voilà. Avant d'aller un peu plus loin, je vais mettre en sondage deux petites questions.
La première, c'est est-ce que vous avez un projet de construction? Et la deuxième, est-ce que vous souhaitez qu'on puisse vous contacter pour vous aider à avancer sur ce projet? Et en même temps que ça, on va lire, je vais me reculer et je vais revenir pour lire vos questions. Alors, on va se préparer à l'exercice des questions-réponses. Alors oui, on vous a mis sur le chat la chaîne YouTube ainsi que notre site internet. Alors, notre site internet, voilà, qui présente un peu ce que l'on fait. Alors, quel est le coût d'une... Raphaël qui nous met ça dans le chat et non pas dans les questions, mais je vous remercie de la poser. Quel est le coût d'une ossature bois versus laine de roche? Oui, Raphaël, ce que je disais, c'est qu'on est de l'ordre de 10% plus cher sur la construction, sachant que en fait, on est en fait moins cher. Quand on parle de coût, il faut savoir de quoi on parle. Si je compare une 4L, et Dieu sait que j'aime la 4L, hein, avec, je sais pas, une Toyota hybride Auris, prenons, par exemple, et ben on est sur deux véhicules complètement différents. Il y en a un qui nous permettra d'aller de Paris à Lyon, lorsque ça sera permis, évidemment, de Lyon à Paris, sans difficulté. L'autre, ça sera plus compliqué. Donc, on est sur des coûts qui sont différents, mais on est sur des niveaux de confort et de vécu qui n'ont aucun rapport. Donc, le béton, laine de roche, la laine de roche va mal vieillir. La laine de verre, elle va empoisonner ceux qui vont la poser. Elle va très mal vieillir aussi. Les rongeurs vont adorer ça. Je ne vous parle pas de l'incendie parce que ça va être compliqué. Donc, on ne sera pas du tout au même niveau. Si vous souhaitez avoir du conventionnel au niveau de la performance de la botte de paille, d'abord, on ne sait pas faire en conventionnel de la perspirance. Ça, on ne sait pas faire. Donc, on n'arrivera pas vraiment au même niveau et ça sera en tout cas beaucoup plus cher. Parce qu'on sera sur une solution industrielle et contrairement à la paille qui est disponible dans le champ et qui est donc à 2 € la botte, on va être obligé de produire des choses en épaisseur importante. Donc en fait, un niveau de confort égal, quasi égal, on va être beaucoup plus cher en conventionnel qu'en biosourcé. Donc cette histoire de prix, elle est... Et puis on est sur une logique d'investissement. Hein. On est bien d'accord que l'ossature bois isolation botte de paille va permettre d'avoir une enveloppe thermique du bâtiment d'une maison passive. Donc forcément, une maison passive, en termes de consommation d'énergie, donc de coût d'entretien, va être beaucoup plus bas. Alors, Bilal, je dois te dire qu'il y a des problèmes de contreventement en construction terre-paille. Vous avez des informations sur ce sujet? Alors oui, évidemment. Dans une ossature bois isolation botte de paille, on fait un contreventement. Alors ceux qui sont peut-être moins professionnels, le contreventement permet de rigidifier le bâtiment contre le vent. C'est-à-dire que voilà, on rigidifie pour que, en gros, ça fasse pas ça. Et dans le cas de l'ossature bois isolation botte de paille, on fait un contreventement, mais qui est prévu dans l'ossature. Qui est fait soit donc par de l'OSB, soit par du Fermacell à l'intérieur. Voilà, mais à nouveau, les maisons que vous avez vues ont 130 ans et 100 ans et 121, 100, oui, 2020, 21, donc 2021 versus 1920, donc ça fait donc 101 ans. Et elles sont toujours là. Donc, on fait du contreventement, Fermacell par l'intérieur ou dans la structure. C'est conçu comme ça. Le terme paille est-il spécifique à l'herbe commune ou peut-il englober d'autres herbes? Alors, bonne question, Philippe. Il ne faut pas confondre alors, deux choses, la paille du foin. Le foin, c'est de l'herbe coupée, ça permet de nourrir les animaux. D'accord? Donc, on n'en fait rien, le foin, hein, parce que là, pour le coup, il y a plein d'insectes. On n'est pas du tout sur une fibre qui est riche.
et qui se mangent, parce que les animaux le mangent. D'accord? Donc si les animaux le mangent, c'est qu'il y a à manger. Donc on va la laisser pour nos amis les bêtes. En revanche, la paille, pardon, c'est la tige du blé. Alors, c'est un terme qui est générique. On parle de paille de blé, de paille d'orge, paille de lavande. On parle le chanvre. Alors le chanvre, c'est un peu à part. Voilà, parce que là, on est sur un produit qui est. Donc voilà, il faut distinguer paille du foin. Nous s'intéresse que à la paille, et pas au foin. La paille, c'est donc la tige. Et dans la construction bois paille, on considère qu'on n'utilise que de la paille de blé, qui est la plus abondante en France. Voilà. Le chanvre, c'est autre chose. Le chanvre, on le cultive pour être un isolant. Alors ça, deux sujets. Le premier, c'est que ça enlève de la surface cultivable qui est réallouée de l'alimentaire pour la construction, ce qui n'est pas du tout le cas de la paille, parce qu'elle est déjà là. Et que parce qu'elle est déjà là, son énergie grise est de 1 mètre cube de paille, c'est équivaut à 1 kWh. Voilà, donc 1 mètre cube, 1 kWh. À titre d'élément, le béton, c'est 500. Donc on est à un rapport de 1 à 500. Le chanvre, donc on réalloue de la surface agricole pour de la construction. Et après, il faut le mettre en œuvre, le préparer pour qu'on puisse avoir soit du béton de chanvre en le mélangeant avec un liant. Et voilà, et donc son énergie grise va être supérieure. Donc, je pense avoir répondu à ces deux questions-là. Je regarde à nouveau dans le chat. Donc vous avez mis la chaîne YouTube aussi dans le chat. Bon, il y a 46 minutes que nous avons débuté. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Alors, Patrice, oui, les bottes elles sont pas traitées, elles sont séchées. En fait, on ne met en œuvre une botte que lorsqu'elle a atteint, elle a eu un taux d'humidité. En fait, quand vous le coupez, on va la faire sécher et on va atteindre naturellement, hein, et on va attendre qu'elle ait moins de 20% de taux d'humidité résiduel. Voilà, mais elles ne sont pas traitées. En revanche, on va aussi vérifier une deuxième chose, c'est qu'on va vérifier sa densité. Parce que la performance de la botte de paille, c'est d'abord une densité volumique. D'accord ? Et donc, on va vérifier qu'on a un niveau de densité qui est bien compris entre 80 et 120. Parce qu'il peut arriver qu'on a des bottes qui arrivent plutôt en sortie de champ à 60, 70. Et donc, nous, on s'assure qu'on monte bien. On monte bien au niveau au minimum à 80 kg par mètre cube. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Patrice. Philippe, est-ce qu'il y a un pare-vapeur? Alors, là, on rentre un peu dans la technique. Oui ou non. Le fameux « ça dépend ». Ça dépend, ça dépasse. Alors, en fait, il faut s'assurer dans la construction en bois paille, pour la perspirance du mur, que l'ouverture à la vapeur soit plus faible à l'intérieur et plus importante à l'extérieur. Alors, j'espère que tout le monde me suit, mais pour permettre ça, soit on fait un enduitaire à l'intérieur. Ce qu'on appelle un enduitaire, en fait, c'est de l'argile, hein, c'est une base d'argile que l'on enduit sur la botte de paille à l'intérieur ou sur une préparation à enduit. Donc, soit on fait ça et on n'a pas besoin de pare-vapeur parce que naturellement, si on met un enduit chaud de l'autre côté, on a cette règle qui fait que la chaux va être plus ouverte à la vapeur tout en étant complètement imperméable. Là, on a vraiment un mur Gore-Tex. On a la pluie qui ne peut pas rentrer, mais on a la vapeur qui va pouvoir passer à travers. Parce que la taille de la molécule de l'eau et de la vapeur sont comme ça, quoi, en rapport. Et donc, si on ne met pas cet enduitaire à l'intérieur, on va mettre un pare-vapeur pour avoir cette relation croissante de l'intérieur vers l'extérieur, ce qu'on appelle le SD en termes techniques.
Donc oui, on en met dans les ossature turbo-isolation de paille qui ne sont pas enduits à l'intérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 48. Si vous n'avez pas d'autres questions, je propose de mettre fin à ce webinaire. Et on va recontacter les gens qui ont souhaité qu'on les recontacte, en vous remerciant beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, en espérant que ça a été intéressant. Je vous remercie et donc à très vite pour ceux qui le souhaitent. Au revoir.